C'est démarré. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, on vous a proposé de nous voir ce matin avant de mettre en ligne les deux dernières fiches qui ont été travaillées au niveau d'Alliance Ville Emploi. La première sur l'éligibilité et la durée de valorisation et la deuxième sur la diversification des achats socialement responsables. Elles viendront compléter le recueil des fondamentaux de l'achat socialement responsable qui est en ligne sur notre site internet en accession complète et pas uniquement à destination des adhérents et donc facilement récupérable. Je rappelle que ce recueil des fondamentaux vient compléter dans le cadre d'un travail qu'on a fait en triplette avec les services de l'État, puisque d'un côté, la direction des affaires juridiques à Bercy a fait le guide des achats socialement responsables, donc qui pose toutes les bases juridiques sur lesquelles un acheteur peut s'appuyer à partir du Code de la commande publique et de sa capacité à mobiliser l'ensemble des outils qui peuvent exister dans ce cadre. Et puis, la direction des achats de l'État, là aussi à Bercy, a sorti un guide à destination des acheteurs sur comment réussir son achat responsable, qui vient pour le coup expliquer à un acheteur la mise en pratique, la mise en activité et la réflexion qu'il doit avoir au moment où il souhaite lancer un achat responsable. De notre côté, et dans le cadre d'un collectif, avec un process d'organisation qui s'est mis en place, qui permet de travailler en lien avec au préalable une remontée des territoires qui nous permet de récupérer l'intégralité de la donnée, de repérer toutes les pratiques qui peuvent exister, de travailler ensuite à un travail d'harmonisation en lien avec le pôle de compétences, mais aussi maintenant avec les réunions qu'on fait avec tous les coordinateurs régionaux, de réussir à avoir une proposition qui permette de trouver un consensus global sur lequel on a travaillé tous conjointement. Ensuite, ces fiches sont présentées à destination de nos partenaires et notamment des services de l'État, mais aussi de branches professionnelles, des structures de l'IAE et autres entités, afin de leur expliquer le travail qu'on a fait et potentiellement écouter les questions ou les évolutions qu'ils souhaitent avoir sur le sujet. Il n'y en a pas eu sur ces deux fiches et qui nous permettent d'arriver aujourd'hui à une diffusion qu'on a souhaité anticiper avec une présentation lors de ce webinaire. Pour rappel, vous êtes tous représentés dans le cadre du pôle de compétences par des représentants régionaux qui sont notés sur la carte que vous avez ici, avec des régions qui sont toutes représentées et avec une participation importante et régulière de toutes les régions, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines, pour travailler sur ces fiches qui sont présentées et organisées dans ce cadre-là. Voilà, moi je vais laisser la parole pour la présentation de la première fiche à ma collègue qui va donc vous présenter celle sur l'éligibilité et la durée de valorisation. Linda, à toi la parole. Merci Jérôme. Alors, je vais essayer d'être concise et en même temps d'essayer d'expliquer la réflexion qui a nourri cette évolution. Alors, tout d'abord, un rappel du contexte, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, le recueil des fondamentaux de la clause sociale va poser le principe de la durée de valorisation et d'éligibilité du public, tel que défini, comme vous le voyez, à savoir qu'à compter de la première embauche par une entreprise d'une personne qui est recrutée dans le cadre du dispositif des clauses d'insertion, eh bien, la personne reste éligible au dispositif durant 24 mois.
Alors, ce principe, il a été posé pourquoi? Parce qu'il faut se remettre aussi un peu dans le contexte, c'est que pendant de nombreuses années, on a des marchés qui comportent des dispositions sociales et qui ont la spécificité d'être déployés localement. C'est-à-dire que les facilitateurs avaient souvent fait des marchés qui avaient une dimension à l'échelle d'une ville, d'une communauté d'agglomération ou bien encore d'un département. Et donc, on avait en fait des marchés qui avaient cette caractéristique d'être très localisés et aussi ça, on le verra dans la slide suivante, c'est qu'on avait en fait des périodes d'exécution qui étaient très courtes, liées aussi à la typologie de marché qu'on avait. Donc, il y avait nécessité, à un moment donné, d'accroître l'amplitude de valorisation des publics qui sont éligibles dans le cadre de la clause d'insertion pour répondre à un certain nombre d'enjeux et de difficultés que les entreprises pouvaient rencontrer dans le cadre de l'exécution. Et donc, on a effectivement la naissance de cette notion de période close et cette aussi notion de durée de valorisation durant 24 mois. Toutefois, ce qu'on constate au fil des années et d'ailleurs la cartographie des achats inclusifs le présente bien, c'est qu'on a une évolution structurelle des achats. Et on observe donc l'émergence de ce qu'on appelle des marchés de prestations de services qui sont en fait, qui ont la caractéristique d'être des marchés qui ont une durée d'exécution qui est beaucoup plus longue, avec aussi des périmètres d'intervention qui sont beaucoup plus larges que ce que les facilitateurs connaissaient à l'époque, puisqu'en fait aujourd'hui on a des marchés avec un rayonnement qui est national et donc qui vont poser de nouvelles interrogations et aussi de nouveaux enjeux qui sont liés justement à la généralisation et à l'essor de ces clauses d'insertion. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que les entreprises vont avoir qui se sont familiarisées avec les clauses sociales, vont avoir en fait un certain nombre d'interrogations par rapport justement à la mise en œuvre du cadre et des modalités d'exécution de la clause, et notamment vont souhaiter avoir des précisions sur ces périodes d'éligibilité et la durée de valorisation. Et donc, il devient essentiel de garantir une application rigoureuse et incontestable de ces règles-là, de ces modalités-là. Par ailleurs, on a aussi un contexte juridique qui évolue, puisque la DAJ va se positionner par rapport à ça. Et on va aussi avoir la rédaction du CCAG qui va définir des éléments relatifs à l'éligibilité et aussi à la durée de valorisation. Donc, sur l'éligibilité, ce que dit le CCAG, eh bien, le CCAG indique que l'éligibilité du public doit être établie au préalable à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures. C'est-à-dire que l'éligibilité doit être vérifiée au moment où une entreprise décroche un marché et qu'elle embauche une personne, l'éligibilité doit être vérifiée. Alors que si vous regardez bien, à l'époque, avec cette période close, l'éligibilité était validée et vérifiée en amont et elle courait pendant 24 mois. Sur la durée de valorisation, on constate également que le CCAG mentionne que les heures effectuées par les personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées durant l'exécution du marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de 24 mois. Pour en revenir sur la période close, eh bien, en fait, la période close, c'est plutôt une pratique qui s'est instaurée au fil des années et aussi qui, historiquement, enfin, on avait besoin justement d'accroître cette amplitude-là, mais qui n'a aucun fondement juridique. Par ailleurs, la période close se rapporte aux participants, alors que là, on a un CCAG qui mentionne bien que cette période d'éligibilité et cette durée de valorisation est rattachée au marché et qu'elle court durant 24 mois. Donc, par conséquent, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'une personne est recrutée pour la première fois dans le cadre de la clause d'insertion, il n'y a plus cette fameuse activation du compteur de 24 mois qui elle-même faisait référence à cette fameuse notion de période close et que la personne n'est plus automatiquement, pendant toute cette durée des 24 mois, éligible, puisque l'éligibilité doit être vérifiée au moment où l'entreprise décroche le marché et au moment où l'entreprise embauche la personne. Par ailleurs, le précédent paradigme sur la période close poser certaines difficultés, puisque on se rend compte effectivement que il y a des remises en question de la part des entreprises. Pourquoi? Parce que quand on a deux candidats qui sont administrativement dans la même situation, on constate une chose. Si on se réfère au concept de la période close précédemment appliquée, eh bien en fait, on a une personne qui a activé son compteur, qui a travaillé pendant 12 mois, donc il lui reste logiquement 12 mois pour l'entreprise de pouvoir valoriser le participant et 12 mois pour pouvoir comptabiliser ou valoriser les heures d'insertion. Donc finalement, on a deux demandeurs d'emploi qui sont
juridiquement et administrativement, enfin, qui sont administrativement dans une situation similaire, mais juridiquement, on va avoir des durées d'éligibilité et de comptabilisation qui ne seront pas similaires. Donc, on a une distorsion par rapport justement à cette valorisation et à cette durée d'éligibilité qui est induite par cette fameuse notion de période close. C'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui une évolution de ce paradigme-là qui est nécessaire pour pouvoir sécuriser et apporter un cadre juridique beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et pour aussi répondre à tous les enjeux qui se posent à présent. Alors, première chose, c'est protéger le facilitateur et le donneur d'ordre d'éventuelles remises en question sur ces fameuses questions, ces notions de durée de valorisation et d'éligibilité du public, et aussi de se rapprocher, puisque si le CCAG le définit bien, c'est que l'éligibilité doit être vérifiée à l'entrée du dispositif et la valorisation peut se faire durant 24 mois. Deuxième chose, c'est favoriser aussi la mise en place d'un cadre de travail commun. Comme on l'a évoqué précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés qui ont un rayonnement national. On a des facilitateurs aujourd'hui qui sont amenés à travailler ensemble, conjointement, et donc il y a nécessité d'harmoniser la pratique. Et deuxième chose, il faut aussi également répondre aux enjeux qui sont posés par les marchés sur lesquels aujourd'hui un certain nombre de facilitateurs sont sollicités et qui ont des durées d'exécution beaucoup plus longues. C'est donc promouvoir le déploiement d'une clause sociale dans des secteurs d'activité où effectivement cette durée d'exécution est relativement longue. Je prends le cas, par exemple, des marchés de concession. Et donc, ça permet effectivement de démultiplier, en répondant à tous ces enjeux, c'est la possibilité pour les facilitateurs et pour le dispositif de pouvoir démultiplier les opportunités d'emploi et d'insertion. Concernant, alors, la slide suivante, concernant les structures inclusives, il n'y a pas de changement fondamental puisque la valorisation des heures d'insertion est toujours possible pour ces publics-là de par leur statut et pendant toute la durée d'exécution du marché. Toutefois, il est mentionné que effectivement ces personnes sont éligibles sous réserve de faire partie de la liste des publics qui sont éligibles et tels qu'ils sont définis dans le cadre du CCAG ou du CCAP. Alors, la slide suivante, merci. On vous a proposé pour votre compréhension et pour faciliter justement la compréhension de ces notions-là et de ce changement de modalité d'application de la période d'éligibilité, etc., on vous propose en fait deux fiches. Une qui est à destination des donneurs d'ordre et des partenaires qui est simplifiée. Par contre, on en a réalisé une à destination en fait du public, enfin des adhérents. L'idée étant en fait de vous proposer un certain nombre de cas et de situations afin de pouvoir à un moment donné vous projeter et de pouvoir comprendre en fait le raisonnement qui vous permettra de vous positionner et de savoir si effectivement dans ce cas de figure, est-ce que la personne est éligible, pas éligible, puisque l'éligibilité sera interrogée à chaque fois au moment où la personne est recrutée par l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai terminé. Alors, je vais apporter juste une petite précision qui n'est pas là sur la présentation, mais qui est à l'intérieur de la fiche. C'est la durée de validité des pièces administratives sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir valider de la bonne éligibilité d'une personne et qu'on a fixé et que vous verrez écrite à l'intérieur de la fiche sur 3 mois, puisque c'est ce qui permet dans ce cadre-là de pouvoir récupérer un élément administratif, que ce soit le fait qu'on soit bénéficiaire du RSA, qu'on soit demandeur d'emploi de longue durée ou autre élément, entre le moment où la personne récupère cette pièce administrative, la transmet et qu'on puisse en avoir connaissance, on considère qu'elle peut être d'une durée de 3 mois précédant la date d'entrée au sein de l'entreprise, que ce soit en recrutement direct ou potentiellement sur de la mise à disposition par une structure qui ne serait pas de l'IAE, par exemple une entreprise de travail temporaire classique. On pourrait avoir des pièces justificatives qui auraient ou qui peuvent avoir 3 mois d'ancienneté. Cette durée de 3 mois permet aussi, dans ce cadre-là, de pouvoir se dire que si la personne a été éligible sur une activité précédente et qu'il s'est passé moins de 3 mois avant la nouvelle entrée dans une activité liée à la réalisation d'une condition d'exécution
au sein d'un marché public et donc d'une clause sociale, eh bien de maintenir son éligibilité sans avoir besoin de récupérer à nouveau une pièce justificative sur ce sujet, voilà, qui est une petite largesse qu'on a inscrit à l'intérieur de la fiche. Pour vous permettre de pouvoir traiter cette période intermédiaire entre ce que vous faisiez préalablement et ce qui est écrit là ici aujourd'hui et après discussion effectivement et avec l'ensemble des collègues, que ce soit en pôle de compétences ou dans le cadre des réunions nationales de coordination des coordinateurs régionaux, excusez-moi, c'est qu'on va, le temps de pouvoir vous accompagner sur le sujet, vous permettre bien évidemment, mais comme c'est le cas sur tous les autres sujets, de poser des questions en passant vers vos coordinateurs régionaux ou en nous sollicitant directement pour qu'on puisse, quand vous avez des sujets, des questions, des interrogations, pouvoir vous répondre et ce qui nous permettra potentiellement d'organiser une foire aux questions qu'on rendra accessible sur le site internet le temps que celui-ci le permette parce qu'il va falloir que techniquement on puisse organiser ce sujet d'une foire aux questions, mais en tout cas que ça puisse avoir lieu. Deuxième sujet sur lequel j'insiste, c'est qu'on a bien fait deux fiches. Une fiche qui permet d'expliquer les principes et qui pour le coup va être sur le site internet accessible à toutes et à tous. Et une deuxième partie qu'on souhaite pour l'instant conserver au niveau des facilitateurs avec une présentation d'un certain nombre de cas pratiques sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour votre travail au quotidien, pour accompagner, pour pouvoir échanger avec vos collègues, pour vous assurer de la qualité de la saisie à l'intérieur de la structure sur le logiciel Close, mais qui doivent vous permettre pour le coup de travailler. Mais cette deuxième partie de fiche, le temps que sur l'ensemble des territoires, cette évolution puisse se déployer, que vous ayez le temps aussi de travailler sur les cas particuliers, d'y réfléchir, de les étudier, et ben cette deuxième partie de fiche ne sera pas mise en ligne directement sur le site internet en visibilité ouverte à tous, mais à destination des adhérents sur la partie réservée aux adhérents. Et pour ceux qui ne le seraient pas, sur simple demande, on vous transmettra cette deuxième partie de fiche que vous pourrez aussi récupérer auprès de vos coordinateurs régionaux. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est que pour le coup, on poursuive avec la deuxième fiche et on prendra les salves de questions a posteriori de la présentation de la deuxième fiche. J'avance sur le sujet. Donc, la deuxième fiche sur laquelle on a travaillé, à la fois parce qu'elle c'est une attente des territoires, aussi parce qu'on s'est aperçu que c'était une évolution qui se mettait petit à petit en place, avec un certain nombre de territoires qui avaient commencé à le déployer sur leur territoire. Et puis enfin, parce que la direction des achats de l'État nous a demandé de constituer un groupe de travail sur le sujet et de leur faire des propositions dans ce cadre-là à destination des services achats qu'ils peuvent encadrer. Et donc là-dessus, on a aussi, afin de répondre au contexte du PNAD, puisque vous le savez, le PNAD ne parle pas d'une obligation de 30% des contrats de la commande publique ayant une clause sociale, mais bien une considération sociale. Donc il s'agissait de travailler sur le périmétrage, ou en tout cas sur la définition de ce qui pouvait être fait sur le sujet. À la fois pour pouvoir l'encadrer et puis aussi s'assurer de maintenir qualitativement le plus possible le fait que le recours à la clause soit posé en termes de mode de fonctionnement habituel et régulier et qu'on essaye de conserver plutôt les autres modalités dans des cas pratiques bien particuliers qui sont potentiellement des marchés qui seraient trop petits, trop complexes, trop courts, ou que sur le territoire, vous n'avez jamais travaillé en termes de secteur professionnel pour justement se permettre de découvrir
l'activité, les modalités d'organisation, les besoins que les entreprises expriment dans ce cadre-là, et donc de plutôt le proposer dans cette première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de le proposer en complément d'une condition d'exécution de clause sociale. Donc on a une clause sociale, et puis à côté de ça, on peut le compléter d'autres considérations sociales pour pouvoir alimenter qualitativement la qualité des attentes de ce qu'on peut avoir auprès des entreprises attributaires en termes d'activité, voire potentiellement le poser avec toute une série d'autres modalités sur lesquelles l'entreprise pourra en retenir une et la déployer dans le cadre potentiellement d'un critère ou d'une modalité de choix qu'on laisse à l'entreprise d'évolution ou de choix dans ce cadre-là. Dernière possibilité, quelques territoires l'utilisent aussi en cas de difficultés que peuvent avoir des entreprises euh, de réalisation de la clause sociale pour des raisons, on le sait, potentiellement financières. Et à ce moment-là, on écrit et on propose qu'en cas d'impossibilité de réaliser de la clause, on étudiera d'autres modalités qui pourront exister et ces autres modalités pourront être appuyées dans ce cadre-là. Voilà. Mais surtout, de faire attention dans le travail avec les acheteurs, de ne pas présenter ça comme une façon de répondre et de venir cocher leur objectif de 30% des contrats de la commande publique avec ces considérations sociales autres, peut-être moins performantes, en tout cas qui ne constituent pas un retour à l'emploi des publics. Donc, plutôt considérer sur cette partie-là comme une partie qualitative et non pas un remplacement stricto sensu de ce qui peut être fait. Alors pour information, on arrive au bout au 31 décembre du PNAD 22-25. Pour votre information, le CGDD a lancé le Haut Comité national du PNAD pour faire le point et évaluer la réalisation de ce qui a été fait entre 22 et 25 et se préparer le prochain plan qui devrait, avec une jolie faute d'orthographe, sortir en fin d'année 2026. En attendant, le plan actuel 22-25 se poursuit tant qu'il n'est pas remplacé par le plan 26-30 qui devrait arriver bientôt. Enfin, dernière information pour tous, l'État, dans le cadre de la loi climat et résilience, et puis des dernières évolutions qui lui ont été données, puisqu'il avait dans un premier temps été exempté de Spazer puisqu'il n'y avait que les collectivités locales qui dépassaient 50 millions d'euros d'achat qui devaient faire un Spazer. Depuis les dernières modifications qui datent d'il y a 2 ans, tout acheteur public ayant obligation d'acheter par l'intermédiaire du Code de la commande publique et qui dépasse 50 millions d'euros par an a obligation de faire un Spazer. Et donc, l'État est obligé de faire un Spazer dans ce cadre-là. On a pu en avoir une première lecture avant qu'il termine son parcours au sein des ministères. Force est de constater que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est volontaire et qualitatif, et donc on attend avec impatience sa validation finale et le fait de le voir arriver et présenter à toutes et à tous, on l'espère, dans les prochaines semaines. Enfin, on profite de ce temps pour rappeler une petite information que vous avez peut-être vue, mais peut-être pas. Donc, pour le coup, on en profite pour passer à l'information. Dans le cadre de la loi climat et résilience, on va changer complètement de paradigme avec l'obligation de prise en compte de considérations sociales à partir du moment où un marché dépasse les seuils européens, que ce soit sur les marchés de services, de fournitures, sur lesquels les seuils qui existaient préalablement sur la période 24-25, suivant les 3 seuils qu'on vous présente, donc pour les services de l'État en services centraux, 143 000 euros, 221 000 euros pour tout ce qui est collectivité, notamment, et puis 443 000 euros pour les structures, et notamment assistance à maîtrise d'ouvrage ou autres structures qui ont délégation des pouvoirs adjudicataires en pouvoir adjudicateur. Et puis, au niveau de la partie travaux, mais ce qui nous impacte beaucoup moins, puisqu'on a l'habitude sur l'ensemble des territoires
de mettre des considérations sociales et des clauses sociales sur un seuil bien inférieur à celui-ci. Donc sur la partie BTP, 5 538 000 euros. L'Europe a donc publié, il y a quelques semaines maintenant, enfin pas très longtemps, 2-3 semaines, les nouveaux seuils qui évoluent. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que depuis maintenant plusieurs années, à chaque fois qu'il y a une parution de ces seuils, celui-ci diminue, en dehors de la période du Covid en 2020, où il y avait eu une petite remontée liées aux difficultés financières et aux difficultés potentielles que les entreprises pouvaient rencontrer. Mais sur les 2 dernières modifications, de nouveau, on est reparti sur une baisse des seuils. Et donc à partir du 1er janvier 2026, les seuils européens pour les services centraux de l'État sont à 140 000 euros, pour les collectivités à 216 000 euros et pour les autres pouvoirs adjudicataires 432 000 euros. Sur la partie marché de travaux et contrats de concession, on est à 5 404 000 euros. Je rappelle qu'à partir du 22 août 2026, tous les marchés qui dépassent ce seuil européen devront avoir une considération sociale. Donc ce sont ces nouveaux seuils sur lesquels il serait important de travailler avec vos donneurs d'ordre pour évaluer, dans le cadre des revues de marché annuelles que vous pouvez organiser avec eux, sur toute leur programmation achat, marché de services, marché de fourniture, et bien évidemment marché de travaux sur lequel vous aviez potentiellement l'habitude de travailler, et bien d'utiliser ces seuils en fonction de la typologie de la structure que vous avez en face de vous. Je vous conseille d'ailleurs de vérifier avant de rencontrer un partenaire de son statut et de regarder quel est le seuil qui s'applique pour lui, ou de l'interroger sur ce sujet-là, et bien de travailler à évaluer tous les marchés sur lesquels il y aura, à partir du 22 août, une obligation d'introduction d'une considération sociale. Donc jusqu'à présent, on était dans une volonté politique, un engagement, une nécessité à convaincre les acheteurs de mettre une clause sociale ou une considération sociale à l'intérieur d'un marché. À partir du 22 août 2026, ça deviendra une obligation pour votre acheteur de l'introduire à l'intérieur. Maintenant, je vais laisser la parole à Axel pour qu'elle puisse poursuivre la présentation sur les enjeux de diversification. Merci Jérôme pour ces éléments de contexte. Donc, je vais vous présenter la fiche diversification qui reprend un certain nombre d'éléments qui sont déjà dans les recueils des fondamentaux, mais l'idée c'était vraiment d'avoir une vision globale et partagée de toutes les autres considérations sociales qui peuvent être mobilisées. Au niveau des enjeux, bien évidemment, augmenter le nombre et le type de marché public et des segments d'achat qui intègrent des considérations sociales, répondre aux donneurs d'ordre en matière de responsabilité sociétale, hein, puisqu'on a des donneurs d'ordre privés et publics qui sont de plus en plus impliqués dans la RSE et dans leurs achats socialement responsables. Les entreprises à mobiliser également et des secteurs d'activité de plus en plus variés. Le lien également avec les acteurs locaux de l'insertion et en articulation avec les besoins économiques locaux. Bien évidemment, on est aussi sur une démarche de multiplier et diversifier les opportunités d'insertion pour les publics et répondre à des enjeux locaux spécifiques sur lesquels on peut travailler sur un territoire parce qu'il y a des besoins, des difficultés de recrutement, une volonté de travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes, d'illettrisme, etc. Et bien évidemment, de renforcer l'impact territorial des marchés au bénéfice des publics éligibles aux considérations sociales et à la clause sociale. Je te laisse poursuivre, Jérôme. Alors, comme l'a précisé Jérôme en introduction, hein, l'idée et l'objectif, ce n'est pas de remplacer la clause sociale en condition d'exécution par d'autres considérations sociales, mais de les mobiliser en articulation et en complémentarité des clauses sociales d'insertion classiques que l'on connaît tous. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que cette diversification, elle concerne tout type de donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur des considérations sociales, autres considérations sociales avec vos donneurs d'ordre locaux comme des donneurs d'ordre nationaux.
Un travail sur la mise en œuvre et les modalités de suivi est indispensable en amont de la mise en œuvre de ces considérations sociales. Ça demande un travail différent de ce que vous pratiquez aujourd'hui sur la clause sociale classique, la clause sociale d'insertion. Elles doivent être bien évidemment en lien avec l'objet du marché et des pénalités doivent être prévues dans les pièces marché en cas de non-réalisation par l'entreprise titulaire. Ouais. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter les différents types de considérations sociales. Donc là, on est sur des considérations sociales en conditions d'exécution. Donc, je ne vais pas reprendre le volet heures d'insertion clause sociale, hein, puisque vous pratiquez ça au quotidien et vous connaissez tous. Mais vous savez aussi que ces heures d'insertion ne sont pas toujours adaptées à certains types de marchés parce qu'on ne connaît pas le nouveau segment d'achat, on est sur des faibles montants, on est sur des marchés complexes, on n'a jamais testé. Donc, on ne va pas closer, mettre de l'heure d'insertion sur ce type de marché. Par contre, on peut imaginer d'intégrer ce que l'on appelle des clauses d'action sociale ou qualitative. Alors, c'est des noms qui ont déjà été donnés, expérimentés sur certains territoires. En termes de noms, on a des échanges avec le pôle de compétences pour essayer peut-être de trouver une autre terminologie. Mais en tout cas, ces clauses d'action sociale, elles peuvent être mobilisées et combinées avec des heures d'insertion classiques en conditions d'exécution, pardon. On est bien sur une clause qui ne se substitue pas, mais qui intervient en complémentarité. Ça permet de mobiliser de nouveaux publics, ça permet de tester, de diversifier les segments d'achat et d'expérimenter. Je crois qu'on a un petit zoom. Voilà, quelques exemples d'actions sociales, hein, donc actions sociales ou actions qualitatives, comme on le souhaite. Donc ça, ce sont des exemples que vous pouvez intégrer dans le cadre de votre CCAP en indiquant des actions sociales que l'entreprise titulaire devra réaliser. Soit vous en mettez 2, 3, 4, là j'en ai pris 2 parce que dans la fiche on en a indiqué 4 si ma mémoire est bonne, mais on est sur une action qui est à réaliser pendant la durée d'exécution du marché, qui doit être accompagnée par le facilitateur. L'éligibilité des publics doit être validée bien évidemment comme l'heure d'insertion et vous avez des justificatifs à produire justificatif des titulaires à vous transmettre pour la vérification de la réalisation de l'action. Donc, découverte des métiers, on peut avoir aussi des PMSMP, immersion en entreprise, qui doit se faire bien évidemment en lien avec l'objet du marché. Donc, sur ces actions sociales, on est vraiment sur quelque chose qui intervient en complémentarité sur des métiers, sur des petits marchés, sur des choses que vous n'avez peut-être pas fait en termes d'heures d'insertion et qui peuvent être complémentaires. On en a parlé, mais Jérôme l'a bien indiqué. Donc, on ne remplace pas la clause sociale classique, heures d'insertion. On peut la combiner au sein d'un même marché avec des heures d'insertion. Ça doit être en lien avec l'objet du marché et ça nécessite un temps d'ingénierie, une mobilisation des partenaires et des prescripteurs. Donc, il y a tout un travail d'ingénierie qui est aujourd'hui plus important, en tout cas, pour la mise en œuvre de cette clause d'action sociale. Une petite information, puisqu'on a eu à plusieurs reprises des demandes en nous demandant comment on pouvait suivre et suivre dans le logiciel les actions sociales. Alors, il y a des petits trucs et des astuces hein, que certains territoires ont pu mettre en œuvre. Donc, je vous l'ai indiqué, mais dans la gestion des leads, vous pouvez paramétrer des types d'indicateurs. Donc, vos indicateurs, ce sont les actions sociales que vous allez déterminer, hein, PMSMP, découverte métier, etc., etc. Quand vous saisissez votre marché, vous indiquez avec suivi d'indicateurs. Et dans ce cadre-là, vous avez un onglet qui apparaît sur le logiciel. Et là, vous saisissez votre type d'indicateur. Le participant qui est positionné sur la PMSMP, vous pouvez indiquer des commentaires. Et en termes de reporting, vous avez dans votre tableau d'impact, à l'onglet 24, le reporting des actions sociales qui auront pu être réalisées dans le cadre de ce marché et de cette opération. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas de consolidation nationale à ce jour de toutes les considérations sociales qui auront pu être
saisir dans le logiciel, parce que dans le logiciel, tout ce qui remonte au niveau de la consolidation nationale, ce sont les données en lien avec des participants et des heures de travail. Donc les actions sociales ne sont pas valorisées à ce jour. Parmi les autres considérations sociales, donc on a les considérations sociales que vous connaissez bien évidemment autour des structures inclusives, avec 2 fiches qui existent déjà dans le recueil des fondamentaux, mais l'idée c'était de vous rappeler que ces 2 fiches existent. Donc on a la fiche D2 sur les marchés réservés et la fiche C5 sur l'achat de prestations d'insertion et de qualification professionnelle. Donc ce sont des marchés qui permettent de soutenir le développement économique des structures inclusives des territoires, avec une nécessité de sourcing importante pour vérifier si les structures sont en capacité de répondre à ces marchés réservés ou marchés d'achat de prestations d'insertion qualification. On est vraiment sur d'autres développements de considérations sociales. Pour votre information, on travaille en lien avec le marché de l'inclusion et les coordinateurs régionaux, puisqu'aujourd'hui, on a le marché de l'inclusion qui est une plateforme qui permet de recenser les besoins des donneurs d'ordre nationaux en termes d'inclusion et de marché réservé sur l'ensemble du territoire national. Et on a un travail en lien avec et de coordination avec les coordinateurs régionaux. Et pour votre information, on va lancer également une enquête prochainement sur le suivi, l'enregistrement des marchés réservés et des marchés d'insertion, puisqu'on s'aperçoit dans nos échanges avec les différents territoires que certains saisissent, suivent ces marchés-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision globale et partagée des pratiques autour de ces marchés auprès des structures inclusives, sachant qu'aussi on a des groupes de travail. Jérôme, tu peux peut-être en parler aussi, mais avec les têtes de réseau de l'IAE, si tu veux en dire 2 mots, peut-être. On t'entend plus. En effet, on a organisé une réunion avec toutes les têtes de réseau de l'IAE au niveau national sur 2 grands sujets principaux. Le premier, la mesure de l'impact, puisque les structures inclusives s'aperçoivent, surtout dans un contexte financier actuel compliqué pour elles, qu'elles soient du côté du handicap ou de l'IAE, de la nécessité de valoriser leurs activités par l'intermédiaire de l'achat public et ou privé d'ailleurs. Or, jusqu'à présent, la mesure de celle-ci n'est pas complète. Elle existe de manière pratiquement et totalement complète pour le travail temporaire d'insertion et pour les associations intermédiaires dans le cadre de la mise à disposition de personnel. Mais quand on bascule sur les sujets marché réservé ou les prestations d'insertion et de qualification professionnelle, un certain nombre de marchés, soit parce qu'ils sont inférieurs à 40 000 € et qu'ils sont passés de gré à gré, disparaissent en termes de visibilité. Et d'ailleurs, sur le sujet du handicap, ils sont relativement nombreux. Et même si les marchés sont supérieurs à ces seuils avec consultation et mise en concurrence, il arrive assez régulièrement que le facilitateur sur le territoire n'en soit pas informé ou qu'il n'y ait pas de saisie sur les territoires. Or, ce manque de saisie dessert aujourd'hui de manière précise les structures de l'IAE et du handicap parce qu'on ne rend pas compte, dans le cadre de la consolidation nationale des achats socialement responsables, à la fois dans la valorisation et dans la consolidation nationale, mais de plus en plus aujourd'hui au niveau des régions, voire potentiellement des départements, parce que nous sommes de plus en plus sollicités au niveau régional, que ce soit directement les coordinateurs ou que ce soit en direct par les DRETS, les conseils régionaux et autres, pour avoir une visibilité de l'achat responsable sur leur territoire, en nous sollicitant au niveau d'AVE pour qu'on leur sorte des consolidations régionales, potentiellement départementales. Il n'arrive jamais de sortir de stats départementales s'il y a moins de 3 structures sur le territoire du département. Et dans ces conditions, quand on fournit ces données, eh bien, la visibilité de l'achat responsable par l'intermédiaire justement de ces marchés réservés ou de ces prestations d'insertion et de qualification, parfois peu visibles,
ou en tout cas pas suffisamment valorisés par des saisies à l'intérieur du logiciel, desservent la visibilité de la participation réelle de ces structures à un développement d'activité ou à une mobilisation de public, en tout cas à des possibilités d'insertion par l'achat responsable. Et donc sur ce point, l'ensemble des têtes de réseau nationales ont accepté qu'on puisse lancer un travail de sensibilisation auprès des structures adhérentes à leur réseau pour pousser le rapprochement avec les facilitateurs sur le territoire et l'engagement à des modalités de saisie partagées. Deuxième point, on leur a proposé de travailler directement à une réflexion sur laquelle nous sommes de plus en plus associés, en tout cas Linda et Axel, c'est la rencontre avec les donneurs d'ordre nationaux et l'étude de leur programmation achat annuelle et évaluer comment, par l'intermédiaire des têtes de réseau et par des organisations en groupement de structures inclusives, IAE, handicap, potentiellement les deux ensemble, nous pourrions accompagner le développement de marchés réservés sur des marchés nationaux, État ou autres structures, établissements publics administratifs, EPIC, autres structures qui ont des besoins et qui souhaiteraient pouvoir développer leur achat responsable en basculant sur ces achats inclusifs. Je rebondis juste pour préciser que dans le cadre des Journées nationales, on a un atelier sur ces sujets-là, autour des structures inclusives et de l'achat responsable. N'hésitez pas à candidater pour les trophées aussi, puisque nous avons prolongé la période de remise des dossiers jusqu'à lundi prochain. C'était une petite aparté. Je poursuis sur les considérations sociales, donc incitatives. Donc là, ce sont des fiches qui existent aussi dans le recueil, qui sont plutôt des actions incitatives, donc de lutte contre l'illettrisme, une clause relative à la promotion de la diversité ou de la lutte contre les discriminations, et puis également le plan de progrès qui est également inscrit dans le recueil. Juste un petit zoom sur le plan de progrès, ça permet vraiment un espace de dialogue entre le titulaire avec des axes qui sont prédéfinis dans le CCAP, c'est-à-dire que vous indiquez un certain nombre d'actions que vous souhaitez mettre en place avec le titulaire, mais que vous co-construisez une fois que le titulaire est attributaire du marché. Et vous avez un temps d'évaluation pas réorganisation, mais d'adaptation évolutive en lien avec l'entreprise. Donc, c'est un outil qui est intéressant aussi, qui permet de travailler au plus près des entreprises en partenariat, de faire évoluer les objectifs tout au long de l'exécution du marché, mais qui demande nécessairement une implication plus importante du temps et des moyens humains et une organisation spécifique. Merci, à vous. Donc, dans ce cadre-là, là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter en posant des questions par le système des questions-réponses, en nous envoyant un mail sur le sujet. On pourra répondre dessus sur les cas spécifiques. Et puis, si le besoin nécessite un travail plus important, ça peut permettre de déployer des assistances techniques auprès de vos structures. N'hésitez pas non plus à solliciter vos coordinateurs régionaux qui pourront être soit en capacité de vous répondre directement, soit bien évidemment d'être relais vis-à-vis d'AVE et qu'on puisse vous répondre de manière globale. Voilà. Donc, on a fait le tour dans ce cadre-là de l'ensemble de l'activité. Pour tous ceux qui souhaiteraient pouvoir poser des questions, hein, je rappelle par rapport à ça, notre adresse générique, ave@8-emploi.so.fr. N'hésitez pas à nous poser des questions. On vous l'a dit sur la partie éligibilité et durée de comptabilisation, mais aussi sur les autres modalités. On pourra bien évidemment compléter, alimenter et travailler sur le sujet. Et enfin, pour récupérer les fiches sur notre site internet. On est arrivé au bout du diaporama. Pour le coup, s'il y en a qui souhaitent bien évidemment poser des questions, que ce soit sur la première fiche
ou sur la deuxième, ce que je vais vous proposer, c'est soit de lever la main et on va, dans le temps qui nous reste, vous proposer dans ce cadre-là de venir directement poser votre question et on y répondra en direct. Autre possibilité, c'est de passer par la conversation, donc par le chat, pour que ça puisse, qu'on puisse avancer. Alors, rapidement, il y a eu 2-3 petites questions qui nous ont été posées déjà dans le chat. La première, est-ce qu'il y aura accès au PowerPoint et au replay? Oui, on va les mettre en ligne à l'issue de la réunion. Alors, quand je dis à l'issue de la réunion, c'est pas dans les 2 heures qui suivent, mais dans les prochains jours, vous aurez une accessibilité au replay et bien évidemment au PowerPoint. Et les fiches devraient arriver dans les prochains jours. On va dire d'ici la fin du mois, elles seront en ligne sur le site internet. Et je rappelle que sur la partie éligibilité et durée de comptabilisation, la deuxième partie ne sera accessible que sur l'espace adhérent ou sur demande en direct. Voilà, j'ai répondu aux questions qui étaient en ligne. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Donc je réitère, vous levez la main, donc avec le petit lever la main en haut, ça met un ordre de demande et on les prendra dans l'ordre de sortie. Jérôme, il y a une question que je vois, c'est comment on valorise-t-on dans ABC? Alors, je sais pas, j'ai pas bien compris la question. C'est dans la conversation? Oui. Ah, ça y est. Alors Moi, concrètement, c'est comment... Myriam. C'était moi qui ai Alors, posé la question, mais en fait, à partir du moment où je l'ai posée, vous l'avez présenté dans la slide, c'était au moment où, au niveau paramétrage, vous mettez, on peut changer et ajouter des indicateurs dans les marchés. Vous avez Exactement. répondu après. Ok, très eh ben, bien. merci Myriam de nous dire, et bonjour d'ailleurs, Oui. qu'on a fait le boulot. Voilà, c'est venu dans la foulée de ma question, mais alors j'en profite parce que parfois on voit dans les considérations sociales d'autres propositions de style le taux de CDI, par exemple, des salariés qui vont être embauchés par l'entreprise pour réaliser la prestation, hors personnes éligibles à l'insertion, hein. Là, ils sont vraiment dans des considérations sociales pour la pérennisation des postes proposés ou alors des propositions du style taux de salariés qui auront tel niveau de formation pour réaliser la prestation. Est-ce que là, c'est au facilitateur de valoriser ce type de prestation dans la mesure où c'est pas forcément pour des personnes éligibles à l'insertion? Est-ce qu'on Alors, n'est pas juste sur des critères d'attribution dans ce cas-là? C'est pas ça votre... Là, on n'est pas sur un critère d'exécution, hein. C'est vraiment ce que D'accord. le maître d'ouvrage peut demander aux entreprises pour répondre aux considérations sociales aujourd'hui. alors, sur cette partie-là, première des choses, au niveau européen, on est en attente d'une prochaine directive. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est sur la directive de 2014 qui a entraîné en 2015 un certain nombre d'évolutions. L'Europe s'était engagée au bout de 10 ans à faire le bilan. Le bilan est toujours en cours et ne devrait pas sortir avant fin 2025, début 2026, avant qu'une nouvelle directive européenne puisse sortir. Et l'une des parties de réflexion sur ces directives européennes travaille aussi sur les autres considérations sociales, qui les élargissent effectivement à une partie de la question que vous posez, c'est-à-dire à la mesure de l'ensemble des salariés et de l'activité dans ce cadre-là à destination de tous les salariés, ceux en insertion comme les autres, travaillant à la réalisation du périmètre du marché avec un certain nombre d'attentes qui peuvent être exprimées dans ce cadre-là. Et donc là-dessus, on va sans doute voir arriver quelques évolutions, quelques questionnements dans ce cadre. Cependant, dans les 2 exemples que vous avez pu prendre, je vais quand même poser une petite alerte aujourd'hui. Le premier, c'est sur la mesure de la part de CDI à l'intérieur. Je rappelle qu'il y a quelques jurisprudences sur le sujet qui indiquent bien qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, le CDI n'est pas supérieur aux autres contrats de travail, n'est pas un surcontrat
ou n'est pas présenté dans les écrits juridiques comme étant un contrat de meilleure qualité que d'autres typologies de contrats. Et donc aujourd'hui, de mesurer la part de CDI à l'intérieur peut poser effectivement question dans ce cadre-là, parce qu'ils ne sont pas mieux ou plus pertinents que les autres. Sur la deuxième question que vous posez, c'est-à-dire que sur la qualification, j'ai plus vu dernièrement une obligation aux entreprises qui rentrent sur le marché de qualifier l'ensemble des salariés qui vont œuvrer à la réalisation de l'objet du marché à acquérir des compétences obligatoires pour la réalisation de celui-ci et donc qui vont pousser à upgrader les compétences de l'ensemble des salariés de l'entreprise et notamment sur cette période-là, sur tous les salariés qui travaillent sur le périmètre du marché et donc de l'achat qui est fait. Dans ces cas-là, c'est effectivement une activité qui peut être traitée et sur laquelle on peut avancer. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a eu une expérimentation qui a été faite sur les Hauts-de-France avec plusieurs structures sur une clause dite formation, sur des compétences qui ont été poussées à destination d'entreprises du secteur du bâtiment sur l'étanchéité à l'air en obligeant, au-delà de la clause sociale, à former tous les salariés intervenants sur les travaux qui sont réalisés dans un bâtiment, à une sensibilisation et à l'acquisition de gestes pertinents pour maintenir dans le cadre des travaux une bonne étanchéité à l'air, ce qui permettra a posteriori une meilleure qualité thermique du bâtiment et un maintien de la qualité de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. Donc ce test a été fait, a été réalisé avec plutôt des succès dans ce cadre-là. Et donc la formation qui était rendue obligatoire l'était pour tous les salariés sur le périmètre de l'achat, qu'ils soient en insertion ou autre. Ensuite, la dernière question que vous avez posée, Myriam, est-ce que c'est au facilitateur de suivre dans ce cadre-là ou pas? Eh bien, la question, elle va se poser dans le cadre des conventions ou dans le cadre des accords que vous aurez avec vos donneurs d'ordre pour bien périmétrer l'activité, les sujets sur lesquels vous êtes attendu et sur lesquels les compétences que vous avez en termes de connaissances sur les sujets emploi, insertion, formation sur votre territoire pourront être mobilisées. Bien évidemment, c'est du travail en plus, c'est du travail complémentaire, donc qui devra aussi être évalué et pris en compte à la fois dans la charge de travail, mais aussi dans les moyens affectés à la bonne réalisation et au suivi de ces conditions d'exécution qui se compléteront de nouveaux éléments ou d'activités dans ce cadre-là. Parce qu'à périmètre constant, ça paraît compliqué qu'un facilitateur puisse suivre et le travail qu'il fait déjà aujourd'hui et ses autres considérations en complément dans ce cadre-là. Quelques territoires qui sont très en avance sur le sujet, dans les autres considérations sociales, ont pu être amenés en lien avec leur exécutif à créer des postes spécifiques de suivi de ces autres considérations en plus de l'activité classiquement suivie par les facilitateurs, plutôt sur la clause d'insertion, potentiellement sur des découvertes des métiers ou sur des PMSMP ou autres modalités, parce qu'on parle des PMSMP, mais ça peut être des autres modalités de découverte de métiers proposées dans le cadre de parcours en mission locale, aujourd'hui à destination des bénéficiaires du RSA et pas forcément PMSMP, pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, en termes de réponse. Il y a quelqu'un qui a posé une autre question, puisqu'il n'y a pas de main levée, concernant les obligations dans le cadre de la loi climat et résilience. Il y a une main levée, Madame Bechtoil, qui avait levé sa main. Eh bien, je vous en prie, vous avez la parole et on reviendra sur la question qui est dans le chat. Je suis Bonjour. pacificatrice dans le sud des Landes aux saignants. J'avais une question sur la période close dans le cadre de l'embauche en CDI. Du fait de votre présentation, du coup, on embauche direct pour un CDI ou... Enfin, alors, en général, chez moi, c'est plutôt des CDI, mais ça peut être des CDD. Du coup, ça peut être valorisé que pendant une période de 3 mois, quoi. Ah non, alors pas du tout. Alors l'explication n'a pas dû être claire. La vérification de l'éligibilité se fait en récupérant un justificatif qui peut avoir une antériorité sur 3 mois. Par contre, la Voilà. durée de comptabilisation
pour vérifier son éligibilité. On Oui, va demander des voilà. justificatifs administratifs. Vous êtes inscrit au RSA, vous demandez le papier justificatif qui prouve que la personne est bien bénéficiaire du RSA. Demandeur d'emploi de longue durée, on va demander un document à France Travail qui va permettre de voir que la personne est non seulement inscrite, mais qu'elle est demandeur d'emploi de longue durée, donc elle est inscrite à minima depuis plus d'1 an sur la liste des demandeurs d'emploi. Un jeune demandeur d'emploi de moins de 26 ans, on va lui demander sa pièce d'identité pour vérifier qu'il a moins de 26 ans et demander un justificatif d'inscription. La seule chose, c'est que ces pièces-là, quand elles vous sont remises, elles peuvent dater de 3 mois avant la signature du contrat de travail. Par contre, à partir du moment où on est rentré à l'intérieur de la structure et recruté a posteriori de la date d'attribution du marché, la comptabilisation va se faire pendant 24 mois de manière classique. Et puis, si c'est écrit dans le CCAP, sur le fait que, en cas de signature de CDI suite à un CDD, on peut rajouter 12 mois supplémentaires, ce qui arrive aussi dans un certain nombre d'écritures, ceci dans la limite de 36 mois, eh bien, si le marché, dans la limite de ces 36 mois, ne s'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une clôture du marché, eh bien, on va pouvoir compter la personne dans la limite de 36 mois potentiellement. Et il y a même quelques territoires qui proposent que si le premier contrat qui est signé par l'entreprise est un contrat d'apprentissage ou de qualification, donc un contrat en alternance, si à l'issue de celui-ci, un CDI est signé, eh bien potentiellement, on continuera à valoriser pendant 24 mois supplémentaires dans la limite de 48 mois Oui, mais puisque qui est vous dites qu'il n'y possible. a plus de période close, c'est pas logique. Oui, je suis d'accord, j'avais compris comme vous aussi, en fait. Ben non, pas du tout. Il y a deux sujets. La période close mélangeait Moi, deux je vous parle d'une sujets. personne qui n'a pas de PASI AE, mais qui est quand même éligible à la clause. J'ai bien entendu et c'est bien ce que je viens de vous répondre dans ce cadre-là. Ce sont bien deux sujets qui sont différents. La période close, historiquement, elle mélangeait deux sujets qui étaient le sujet de l'éligibilité, c'est-à-dire à chaque fois que je suis de nouveau pendant 24 mois recruté par une entreprise, une nouvelle entreprise, je ne revérifie pas l'éligibilité puisque de facto l'éligibilité était maintenue pendant 24 mois. Donc ça n'était pas un sujet de durée de comptabilisation, c'était bien un sujet d'éligibilité, mais aussi de potentiellement pendant cette période, on peut comptabiliser les heures. Ce qu'on est en train de dire, c'est que maintenant, on vérifie l'éligibilité à l'entrée sur le marché. Et à partir du moment où à l'entrée sur le marché, la personne est vérifiée comme éligible, on va engager une durée de valorisation. Eh bien, la durée de valorisation, elle reste de 24 mois pour les personnes à partir du moment où elles sont recrutées directement ou mises à disposition par une structure au bénéfice de l'entreprise attributaire du marché. C'est-à-dire qu'on a séparé ce qui existait préalablement dans la période d'éligibilité qui mélangeait deux choses, le fait qu'on restait éligible si on sautait d'un marché à un autre marché, mais aussi une période pendant laquelle on pouvait compter les heures de la personne à chaque fois qu'il se retrouvait en clause. Eh bien maintenant, on est sur un autre système, c'est-à-dire qu'à chaque entrée sur le marché, on vérifie l'éligibilité de la personne et à partir du moment où la personne est déclarée éligible, qu'elle est recrutée ou mise à disposition a posteriori de la date d'attribution, eh bien, tant que le marché continue à exister et qu'il reste ouvert, parce qu'on n'a pas atteint la fin du marché, on peut comptabiliser la personne pendant 24 mois, potentiellement plus 12 mois s'il y a la signature d'un CDI. Et puis pour ceux qui ont écrit à l'intérieur de leur système, en sachant que le plus 12 mois doit être inscrit et écrit dans le CCAP. Oui, mais pardon, mais sur un marché plus court, enfin moi en général, certes le gros œuvre il peut durer plus longtemps, enfin mais en général les interventions elles sont plutôt de 3 à 6 mois, donc Oui, un CDI une fois qu'il a fait ses 3 ou 6 mois, il pourra, enfin du coup ça veut dire qu'il n'est plus demandeur d'emploi depuis 6 mois, il oui. pourra plus être éligible, Bah, de toute façon, s'il a été puisqu'il n'y a recruté plus de par période. l'entreprise, il a été recruté par l'entreprise en CDI. Donc c'est que l'entreprise, elle en avait besoin dans ce cadre-là.
au sein de l'entreprise et que la personne, s'ils l'ont recrutée en CDI, elle n'est plus en insertion, on répond à un besoin de Voilà, on est l'entreprise. d'accord. Justement, la personne, elle a bien bénéficié de la clause à plein, puisque suite à 3 mois, 4 mois, 5 mois, l'entreprise se dit waouh, j'ai rencontré un bon candidat dans ce cadre-là, eh bien, je vais la recruter en CDI. Alors, si potentiellement il y a un nouveau marché qui arrive et que la globalisation est autorisée dans le marché et qu'il signe un CDI, sur ce second marché, étant donné que vous avez déclenché la globalisation, c'est-à-dire la possibilité au bénéfice du salarié de continuer à le compter, eh bien, tant mieux, on va pouvoir continuer à compter la personne sur ce nouveau marché parce qu'il y a bien eu une globalisation qui a été réalisée. La globalisation a été validée par les deux donneurs d'ordre et pour le coup, on est dans une sorte de suite de parcours au sein de l'entreprise à partir du moment où entre le marché 1 et le marché 2, on s'est donné cette petite marge de manœuvre de 3 mois de trou entre les deux, pendant lequel on ne compte pas les heures parce qu'il n'y a pas de marché public en activité pendant ce moment-là. Mais par contre, si l'entreprise de nouveau a un marché public et que la personne est dessus, on va pouvoir continuer à compter cette personne dans le cadre de la globalisation. Mais autrement, si à l'issue de cette activité en insertion, la personne est recrutée en CDI, que le marché est fini, eh bien, si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, l'entreprise vient vous revoir en vous disant, rappelez-vous, j'ai recruté en CDI il y a 6 mois, 1 an ou 1 an et demi une personne, alors que l'entreprise ne savait même pas à ce moment-là qu'elle allait postuler à un marché public, voire même, non seulement qu'il y allait y en avoir un, qu'elle allait postuler et soumissionner à ce marché public, et encore plus ensuite qu'elle allait gagner ce marché public. Et donc, dans ce cadre-là, elle voudrait vous reproposer la personne qu'elle a pris en CDI il y a 6 mois ou il y a 1 an, alors qu'elle en avait besoin dans son entreprise pour son activité, mais pas pour aller cocher une case de l'insertion dans ce cadre-là. Donc, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout d'1 an et demi, effectivement, là, la personne, elle n'est plus éligible. Elle est au sein de l'entreprise depuis un bon moment et on ne va pas continuer à lui faire porter le fait qu'à un moment, elle était en insertion. Elle ne l'est plus, elle n'est plus demandeur d'emploi. L'entreprise, elle a bien validé le besoin de la recruter en CDI parce qu'elle recherche des compétences. Et effectivement, si elle gagne un nouveau marché, eh ben, elle se reposera la question, dans ce cadre-là, sur ce nouveau marché, 1 an plus tard ou 1 an et demi plus tard, à reprendre une personne pour pouvoir répondre à cette nouvelle obligation sur un nouveau marché public. Juste une précision peut-être, Jérôme, dans les cas pratiques qui seront présentés et qui seront en interne à destination des facilitateurs, tout ce travail-là et ces questions-réponses ont été travaillés avec les membres du pôle de compétences et on a eu des temps d'échange et de réponses sur des questions pratico-pratiques comme vous venez de le faire en fait. Donc ça, vous aurez un certain nombre de cas et de situations qui ont été partagés, sur lequel on a échangé avec les membres du pôle de compétences et sur lesquels on a acté une réponse commune. Pour des cas pratiques, en fait. Puisqu'on a la fiche qui sera sur sur le site, elle est assez générale, mais la fiche complémentaire détaille des situations et des cas pratiques sur lesquels on s'est posé les questions que vous posez et sur lesquels on a acté un certain nombre de choses de façon collective. Ok, merci. Ensuite, il y avait des questions qui sont passées dans le chat. J'essaye de les reprendre. Concernant la valorisation des considérations sociales, quid des propositions type taux de CDI ou de formation, est-ce au facilitateur de suivre? Donc, on a répondu à Myriam. Quand on parle d'obligation des donneurs d'emploi à partir d'août 2026 à positionner une considération sociale dans les marchés ciblés par les seuils, quid du non-respect de cette obligation? Là-dessus, eh bien, on commence à un peu anticiper le besoin suite à la question. Donc, effectivement, il n'y aura pas de pénalité puisque ce n'est pas prévu à l'intérieur des décrets d'application.
Par contre, 2 points. Un, les cours des comptes ont été formés, et je rappelle qu'une cour des comptes passe en moyenne tous les 5 ans auprès de tous les donneurs d'ordre publics. Et maintenant, dans la feuille de contrôle qu'elles ont, alors c'était déjà le cas auparavant, de vérifier les achats et les modalités d'achat et de passation des marchés publics. Mais aujourd'hui, les cours des comptes ont été formés aux obligations sociales et environnementales. Et donc, ils feront le tour dans le cadre des contrôles de la bonne application de cette obligation de déclenchement pour tous les marchés qui ont des seuils. Et clairement, pour une collectivité ou pour un donneur d'ordre public, d'avoir une Cour des comptes suite à son passage qui va noter dans son rapport qu'il n'y a pas de respect de la loi dans ce cadre-là, et avec un rappel des obligations qu'il y a sur le sujet, croyez-moi, c'est tout autant incitatif qu'une pénalité pour le donneur d'ordre. Deuxième sujet, le contrôle de légalité des services de la préfecture a un œil et a aussi été formé sur le contrôle des marchés publics qui sont mis en ligne sur les plateformes. Et je rappelle que depuis le 1er janvier 2024, sauf erreur de ma part, tous les marchés publics qui dépassent le seuil de 40 000 euros ou de 100 000 euros pour les travaux sont obligatoirement déposés sur une plateforme en open data. Et donc, les services de contrôle de légalité sont mandatés pour pouvoir aller vérifier de la bonne écriture des marchés et peuvent potentiellement, quand ils repèrent un marché sur lequel l'écriture n'est pas à la hauteur ou n'est pas pertinente ou ne respecte pas, eh bien, en capacité de bloquer la diffusion du marché ou de demander aux donneurs d'ordre de le faire. Et ils ont été formés sur le sujet, c'est ce que nous a bien indiqué les services, ce que nous ont bien indiqué les services de l'État, à partir du 22 août 2026. Alors pendant un certain temps, ils seront bien évidemment en phase d'accompagnement des acheteurs, mais ensuite, ils pourront retoquer ou là aussi alerter les acheteurs sur le fait qu'ils ne respectent pas leur obligation d'introduire une considération sociale à partir du moment où le seuil est mis en place. Concernant les obligations dans le cadre de la loi climat et résilience, vérification du bon respect, je viens de vous en parler. Des modèles de rédaction de type de considération sociale seront-ils proposés? Oui, ce sera le cas. Pour les RQTH, les personnes n'auront pas de documents récents si la notification est ancienne. Je vous le confirme, il faudra juste qu'on puisse avoir pour les RQTH le courrier qu'ils ont reçu de la MDPH avec la date de validation qui devra être antérieure au recrutement et la durée de validation de la reconnaissance RQTH qui soit en cours au moment du recrutement. Ensuite, un autre point, ce qui veut dire qu'une personne qui est recrutée pour un contrat de 2 jours, il faudra revérifier l'éligibilité s'il fait une autre période. Alors, je veux bien qu'on rentre dans le jusqu'au boutisme. Non, si une personne, elle a travaillé pendant 2 jours, on sait tous que ça ne modifiera en rien l'éligibilité parce que son statut administratif n'est pas impacté par un travail de 2 jours. Je rappelle que le fait de travailler 2 jours n'enlève pas son inscription à France Travail, n'arrête pas l'inscription au RSA et ainsi de suite. Donc oui, j'entends que ce qu'on est en train de vous proposer va modifier les modes de fonctionnement, mais potentiellement, je pense qu'il faut garder raison sur le sujet. Vous savez que la perte du RSA nécessite qu'on ait travaillé 3 mois, ou en tout cas qu'on ait dépassé, je crois, et sauf erreur de ma part, 2 mois d'activité pleine pendant les 3 derniers mois. Donc voilà, en fonction des statuts qui peuvent exister, RSA, demandeur d'emploi à longue durée ou autre statut, bien c'est uniquement quand on le perd ou que ça peut fonctionner. Je rappelle en même temps que le statut de DEND, même si on a été recruté en CDD, mais que ce n'est pas un CDI, on peut demander à maintenir l'inscription à France Travail, considérant que ce n'est pas le type de poste sur lequel on a des attentes. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir un maintien dans ce cadre-là de la demande d'emploi. De la même façon, quand on est inscrit en travail temporaire, on peut demander le maintien d'inscription comme demandeur d'emploi, ce qui va maintenir la durée d'inscription et de comptabilisation sur le sujet. Donc là-dessus, il y a quand même un certain nombre de critères d'éligibilité qui ne vont pas disparaître de facto. De la même façon sur les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, même chose potentiellement pour pour les jeunes qui ont moins de 26 ans. Voilà.
Alors, pour rappel, on a quand même fait sur quelques bases en France un test pour aller regarder le nombre de cas que ça allait réellement impacter. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller faire le test chacun sur vos bases, qui allait vraiment être impacté par cette modification qu'on propose de modification et d'arrêt de la période close. D'ailleurs, pour information sur clause 2.0, qui un jour va arriver, sans doute au cours de l'année 2026, eh bien, la période va disparaître à l'intérieur du logiciel clause 2.0 pour pouvoir accompagner cette évolution qui est prévue dans ce cadre-là. Mais donc l'éligibilité, voilà. Faut-il vérifier à nouveau l'éligibilité lors d'un changement de marché dans le cadre d'un parcours close? Bien, c'est ce dont on vient de parler un certain nombre de fois, en tout cas de nombreuses fois. Et même chose, que là, il y a une autre personne qui nous dit un autre contrat 3 jours après. Eh bien, je l'ai rappelé, je l'ai réitéré dans le cadre de l'écriture. On a proposé qu'une période de latence de 3 mois puisse être posée, puisqu'on accepte que les pièces justificatives puissent avoir une ancienneté de 3 mois. Eh bien, si on bascule d'un marché sur l'autre, là aussi, et sans rentrer dans l'excès, quand on va basculer d'un marché sur l'autre ou d'un contrat sur l'autre 3 jours après, eh bien, il n'y a pas besoin de vérifier l'éligibilité puisqu'elle n'a pas disparu. Difficile dans ce cas de valoriser ou d'encourager les entreprises à recruter en CDI. Eh bien, ce que je disais là tout à l'heure, on a fait le test sur certaines bases. Il y a moins de 3, 4, 5% de cas qui sont touchés par cette modification et sur lequel ça peut avoir un impact sur le parcours dans les bases sur lesquelles on a demandé aux structures de pouvoir le déployer et le mettre en place. Et enfin, deuxième sujet, on a demandé à des territoires qui avaient mis maintenant depuis un certain temps ces nouvelles mesures en activité sans attendre la parution de la fiche, puisque ça fait un moment, ça fait plus de 3 ans qu'en formation, on commence à préparer tout le monde sur ce sujet, eh bien, on n'a pas vu sur les territoires de baisse de la part des CDI, voire même une augmentation, puisqu'en parallèle de l'activité dans les marchés de travaux, parce que je rappelle que la question que vous êtes en train de poser, c'est principalement sur les BTP, eh bien, le développement des marchés de services qui va là aussi s'engager et s'accompagner avec la loi climat et résilience en 2026, avec les seuils qui vont avoir baissé, qui vont rendre ça obligatoire, eh bien la diversification sectorielle, ben pour le coup, on s'aperçoit que sur ces marchés de services qui sont plus longs, eh bien le recours au CDI est plus important et que là-dessus, ça modifie. Et puis enfin, sur la partie BTP, je rappelle que là-dessus, il y a aussi le recours au CDI fin de chantier, qui est un CDD particulier que le BTP a en autorisation de recours, et que là aussi, tous les CDI n'en étaient pas forcément un, mais plutôt un CDI fin de chantier. Cela veut dire qu'on parle aujourd'hui de la durée du marché, quid de la globalisation? Eh bien, on est revenu plusieurs fois sur le sujet de la globalisation, bien évidemment, quand il est inscrit dans le marché A et qu'il est inscrit dans le marché B, parce que je rappelle que s'il n'est pas dans le CCAP, il n'est pas mobilisable, ce n'est pas un élément juridique obligatoire de tout marché public. Si on veut pouvoir mobiliser la globalisation, et c'est ce qu'on encourage de manière très forte, il faut que ce soit inscrit dans le CCAP comme étant une possibilité pour l'entreprise et pour les entreprises de pouvoir y recourir. Eh bien, si la globalisation est prévue dans le marché public, bien évidemment, il y a la possibilité de sauter d'un marché à un autre, à partir du moment où, je le rappelle, la globalisation est prévue par la direction des affaires juridiques normalement uniquement quand c'est le même donneur d'ordre et la même entreprise. On a obtenu une dérogation dans l'écriture que vous verrez dans le recueil des fondamentaux, que la DAJ n'a pas bloqué, qui dit ça peut être plusieurs donneurs d'ordre avec une même entreprise qu'on puisse sauter d'un marché sur l'autre, mais il faut qu'il y ait par contre un suivi temporaire dans ce cadre-là, voire des périodes communes d'activité. On a un tout petit peu écarté cette période-là en tirant un petit peu sur l'élastique et en proposant que le délai entre deux marchés puisse être de 3 mois avant de revérifier l'éligibilité. Et donc là-dessus, voilà, c'est la petite dérive ou dérogation qu'on a obtenue dans ce cadre-là. Concernant la clause incitative, l'entreprise n'a pas de pénalité si elle ne la met pas en place, étant donné le caractère incitatif. Alors, quand on parle de clause incitative, c'est les clauses d'action sociale. Eh bien, tout dépend. Si on les a mis en format incitatif
on les pousse à faire ça, ou si on l'a rendu obligatoire en condition d'exécution, mais en laissant le choix à l'entreprise parmi plusieurs sujets de choisir un sujet dans ce cadre-là sur lequel il souhaite s'impliquer, soit la découverte de métiers, soit les stages, les découvertes en entreprise, les visites d'entreprise, participation à un forum local ou autre sujet. Une fois que l'entreprise a choisi, eh ben, on va prévoir en face de chaque sujet une pénalité en cas de non-réalisation, qu'elle soit qualitative ou quantitative sur le sujet. Si le participant réalise 24 mois dans un marché, peut-il bénéficier de nouveau de 24 mois sur un nouveau marché? Eh bien, uniquement si de nouveau, quand il va se présenter sur le futur marché, son éligibilité est maintenue. Autrement, non, il n'aura pas de possibilité de pouvoir être comptabilisé puisque son éligibilité n'existera pas dans ce cadre-là. De nouveau, quelqu'un nous indique que cette disposition va freiner les embauches en CDI. Je rappelle que cette dynamique se met en place de plus en plus, qu'elle est en tout cas actée aujourd'hui dans de nombreuses métropoles qui font des grosses volumétries, ou sur d'autres territoires, des départements ou des activités sur lesquelles ça a déjà été déployé et mis en place. Et non seulement on ne voit pas de baisse des CDI, mais notamment avec les marchés de services ou les marchés plus longs, on s'aperçoit que le recours au CDI est en augmentation constante dans les résultats de la clause sociale sur lequel on continue à exploser le volume horaire, puisque je rappelle qu'entre 2020, où on était à 20 millions d'heures, en 2024, on a atteint 37 millions d'heures réalisées en une année. Et d'ailleurs, bravo à tous pour ces excellents résultats. La neutralisation du RSA n'existe plus sur mon territoire depuis la loi plein emploi. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire par neutralisation. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées ou d'autres questions? Alors, on est bien conscient que tout le monde ne va pas faire cette modification du jour au lendemain. C'est bien pour ça que pour l'instant, on n'a pas mis en ligne la partie explicative qui accompagne la fiche pour ne pas que vous vous trouviez en porte-à-faux vis-à-vis d'entreprises ou de donneurs d'ordre qui récupéraient les éléments explicatifs liés à la fiche qui va être mise en ligne et que vous ayez le temps petit à petit d'accompagner au changement votre territoire et l'organisation de celui-ci. La seule chose, c'est qu'on ne peut que vous inciter, puisqu'aujourd'hui, cette organisation, cette modalité, ce mode de comptage est en train d'avancer, qu'il est pris en compte par les grandes entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics, en tout cas les majors, ont bien été informés sur le sujet et commencent à le prendre en compte en termes de compréhension et de visibilité sur le sujet. Et donc, petit à petit, à vous d'engager à votre rythme et avec celui de vos partenaires sur vos territoires ce qui se met en place. Nous, de manière très claire, on ne viendra pas alerter sur le fait que quelqu'un le fait ou ne le fait pas. Et par contre, si à un moment il devait y avoir une difficulté ou un recours d'une entreprise sur le fait qu'il n'y a pas d'application sur le sujet, ou en tout cas, nous, on ne fait qu'apporter par l'intermédiaire de cette fiche une stabilité et un équilibre juridique par rapport à ce qui est réellement écrit dans le marché et ce qu'on doit réaliser en termes d'activité, on ne peut que vous enjoindre à le faire à votre rythme et l'activité dans ce cadre-là. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, sauf erreur de ma part. Je crois que j'ai vu Florence Grandvalet. Oui. Oui, tout à fait. Je voulais juste avoir un petit complément d'information quand tu parlais du fait que la Cour des comptes allait contrôler l'application de la loi climat et résilience. Tu as parlé d'un seuil de marché. Moi, j'avais compris que les 30% de considération sociale, c'était 30% de tous les marchés de la structure, quel que soit le montant financier des marchés. Est-ce que tu peux me confirmer Alors, ce sont 2 sujets qui sont différents. Il y a un premier sujet qui est lié à l'application du Plan national de l'achat durable, qui incite sur l'ensemble de la programmation achat de tout donneur d'ordre que 30% des procédures lancées aient une considération sociale à l'intérieur. Ce sujet est principalement incitatif puisqu'il n'y a pas de pénalité.
Mais dans ce cadre-là, c'est plutôt un élément de name and shame ou d'alerte, ou en tout cas de pouvoir dire ce donneur d'ordre-là n'atteint pas les objectifs du PNAD, quel plan met-il en place, comment il s'organise, en sachant que assez régulièrement, et notamment pour les conseils départementaux, les SPASeurs sont allés plus loin que le PNAD. Mais on est bien sur un sujet, là effectivement, sur l'ensemble de la périmétrie. La loi climat et résilience, elle pose la question sous une autre forme. Elle dit que marché par marché, à partir du moment où il dépasse le seuil européen et à partir du 22 août 2026, tous les marchés qui dépassent ces seuils devront avoir une considération sociale. Donc bien évidemment, ces marchés-là vont venir alimenter l'objectif de 30%, mais si par hasard une collectivité avait moins de 30% de ses procédures qui atteignent ces seuils, eh bien, elle aurait tous ceux qui atteignent les seuils avec une obligation de considération sociale qu'elle viendrait compléter des 30% pour atteindre les objectifs de 30%. Si par contre, sa volumétrie de marché qui dépasse les seuils est supérieure à 30%, eh bien, elle ne peut pas dire j'ai atteint le seuil de 30%, vous ne pouvez rien me demander, puisque le sujet pour la loi climat et résilience, c'est procédure par procédure, on regarde le dépassement du seuil ou pas, pour dire il y a obligation de mettre une considération sociale ou pas. C'est clair? Merci. Oui, très clair, merci. Je crois qu'il y a une deuxième personne qui a levé la main, mais je n'ai pas noté son nom. N'hésitez Oui, pas à c'est prendre moi, la parole. Marie-Pierre Gauthier. Bonjour. Bonjour, du plus porte du Sud sur la métropole bordelaise. Oui. Moi, je veux revenir sur l'épineux sujet de l'éligibilité. Alors, je pense que mes collègues de la métropole de Bordeaux et même de la Gironde seront peut-être en accord avec moi. Ça concerne les sollicitations. Alors, je ne vais pas juger. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore appliqué, donc je ne vais pas juger quelque chose que je n'ai pas mis en application. Ma seule crainte, moi, c'est le temps qui va nous être pris, notamment par les sollicitations des ETT classiques. Parce que déjà, on est très, très sollicité. Par jour, c'est entre 3-4 sollicitations pour des validations d'éligibilité. Certains ont du mal à comprendre déjà comment ça marchait avant. Donc là, le temps qu'on leur explique comment ça va marcher, qu'ils adhèrent, je pense que pour nous, ça va être un petit peu chronophage. Voilà, moi, c'est ma seule crainte, hein. Alors, je ne sais pas si elle est ressentie et pressentie par certains de mes collègues, mais bon, le CDI, OK. L'IAE, ben, quelque part, on peut se demander si ce n'est pas fait aussi pour faire systématiquement travailler l'IAE, les structures de l'IAE dans les clauses d'insertion. Mais c'est surtout, moi, ma crainte, c'est le temps qu'on va perdre à tenter d'expliquer aux ETT comment ça va fonctionner maintenant. Parce que déjà que certains étaient quand même de sacrés roublards et qui, lorsqu'ils ne pouvaient pas passer par la porte, passaient par la fenêtre. Et là, ça va être extrême. Enfin, pour moi, je pense que ça va être assez chronophage. Voilà, c'est tout. Alors, j'entends votre présentation plus que questionnement. Alors, effectivement, en fonction des territoires, la part du travail temporaire classique dans la velléité de réalisation des clauses sociales est plus ou moins importante. On sait qu'aujourd'hui, avec une baisse un peu d'activité sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, eh bien, quand les opportunités se réduisent, le travail temporaire peut potentiellement avoir des velléités d'y positionner des personnes de manière plus importante qu'elles ne pouvaient le faire préalablement. Maintenant, il me semble que pour le coup, limite, le sujet est plus facile à comprendre, ou en tout cas à positionner vis-à-vis du travail temporaire, c'est qu'à chaque fois que tu souhaites positionner quelqu'un, on va vérifier son éligibilité, sauf s'il y a un trou qui est relativement faible entre deux positionnements, ce qui peut permettre aussi, quelque part, d'obliger le travail temporaire à devoir fournir les documents d'éligibilité avant de pouvoir répondre, et donc de pouvoir cadrer peut-être de manière plus importante leur participation dans le cadre de cette activité. Il y a aussi un certain nombre de territoires qui, pour le coup,
ont choisi de passer sur un système une sorte de conventionnement avec le travail temporaire pour poser un cadre de partenariat territorial, ce qui se fait à l'aune d'un territoire d'un facilitateur, potentiellement d'une métropole de manière globale, qui est une autre façon aussi, plutôt que de devoir repasser auprès de l'ensemble des structures du travail temporaire, que de pouvoir l'expliciter. Enfin, quelques territoires, au-delà de chaque agence du travail temporaire, ont pu passer une convention avec la Fédération du travail temporaire, sur lequel tout d'un coup le FASTT, enfin pas le FASTT, mais en tout cas le syndicat professionnel du travail temporaire, j'ai un trou, ça m'échappe tout d'un coup, territorial, ou en tout cas sa représentation territoriale, pour une bonne compréhension des modalités d'organisation, en sachant qu'au niveau national, la visibilité sur le sujet est complète, ils en ont été informés. Une ETT a-t-elle le droit de demander les justificatifs aux bénéficiaires, attestation RSA par exemple? Là-dessus, le bénéficiaire peut lui dire « je ne vous le fournirai pas à vous ». Par contre, il a une obligation à le fournir soit à l'entreprise attributaire, soit à vous-même en direct. S'il ne le souhaite pas laisser son document en visibilité auprès du travail temporaire, il y a quelqu'un qui dit « a-t-elle le droit de demander ?» Maintenant, si une entreprise de travail temporaire souhaite positionner quelqu'un dans le cadre de la réalisation d'une clause sociale, c'est-à-dire une condition d'exécution d'un marché public, eh bien, il y a obligation à vérifier l'éligibilité. Mais ce n'est pas nouveau en même temps. Aujourd'hui et jusqu'à présent, une structure du travail temporaire classique, si elle souhaitait positionner quelqu'un, même à la première présentation, eh bien, elle devait bien fournir un document, et un document administratif qui vérifie, qui vous permettait, à vous, en tant que facilitateur, de valider de l'éligibilité de la personne sur le sujet. C'est Prisme Emploi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci Sylvie aussi d'être venue à mon aide sur ce sujet. Je crois que j'ai vu une main levée d'Anne-Sophie Jamouillet qui a levé la main. Laval, bonjour. Bonjour, je n'avais pas levé la main, je viens juste d'arriver en fait, j'étais en réunion avant. Eh ben, bienvenue, désolé, j'ai vu votre nom apparaître et pour le coup, j'ai cru qu'une question arrivait dans ce cadre-là. Je pense que c'était moi, Christelle Dupont, de Arras. Eh bien, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et bien évidemment, bonjour à Arras aussi et bienvenue à vous. Une petite précision que j'ai besoin, c'est sur l'éligibilité et la valorisation. Il n'y a pas besoin d'écriture spécifique dans les pièces marchées. Ça s'applique du fait qu'on est informé maintenant. Alors, l'écriture que vous avez aujourd'hui dans vos CCAP type ou dans le CCAG, la façon dont c'est écrit, ce qu'on vient de vous présenter dans la fiche, c'est l'application de ce qui est écrit stricto sensu dans les marchés que vous avez aujourd'hui sur vos territoires. Pas besoin de modifier l'écriture, c'est juste que vous allez modifier vos pratiques pour répondre plus précisément à ce qui est aujourd'hui écrit dans les CCAP. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Je crois qu'il reste 2 mains levées. Je propose de prendre ces 2 dernières questions et ensuite, il restera à clôturer ce webinaire. Madame Legrand. Oui, bonjour. Madame Legrand, bonjour, je vous en prie, je vous laisse poser votre question. J'ai l'impression d'animer le jeu des 1000 euros. Oui, bonjour. Céline Carzero de Atout Close sur Rennes dans le 35. Oui, je voulais poser la question sur ce qu'on peut risquer concrètement si on n'applique pas de manière très stricte la nouvelle méthode de calcul d'éligibilité. Alors, ce que vous risquez potentiellement, c'est que une entreprise, alors soit celle qui est attributaire
parce qu'elle ne comprendrait pas la modalité ou la façon dont c'est comptabilisé. Mais aussi ce qu'on voit se multiplier, c'est-à-dire d'une entreprise qui n'a pas été retenue et qui conteste en suivant la réalisation sur l'activité qui peut se déployer, ou sur un temps sur lequel une nouvelle entreprise va dire la période se termine. Et puis le cas qu'a présenté Linda tout à l'heure, c'est-à-dire on se retrouve avec deux personnes sur lesquelles on dit au démarrage d'un marché, la période de monsieur ou de madame va se terminer plus rapidement, pourrait le remettre en cause avec potentiellement un recours soit devant votre donneur d'ordre, qui pour le coup va demander juridiquement, et on sait qu'il y a de plus en plus de services juridiques très pointus au sein des donneurs d'ordre qui viendront demander une explication, puisque pour le coup, l'application qu'on vous propose de mettre en place, c'est stricto sensu ce qui est écrit dans les marchés publics aujourd'hui, en tout cas dans les CCAG, avec l'application qui existe, ou en tout cas dans la majorité des CCAP régionaux, qu'on peut lire quand il y a une écriture partagée au sein d'une région, voilà, ou un recours devant un tribunal administratif d'une entreprise qui n'aurait pas gagné le marché et qui va considérer que vous avez validé en éligibilité des personnes qui sont déjà dans l'entreprise depuis un bon moment, mais sur lesquelles vous avez juste vérifié que la personne était rentrée depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, dans le cadre d'une période close, dans le cadre de la période close. Et donc, l'entreprise pourrait considérer qu'elle aussi, elle avait des personnes et qu'elle n'aurait pas eu besoin de recruter en complément au sein de son entreprise. Donc, de faire un calcul financier en disant un recrutement au moins, ça représente telle somme. Et on a quelques recours administratifs qui aujourd'hui, devant les tribunaux administratifs, qui commencent à arriver sur ces sujets, qui jusqu'à présent ont toujours été traités à l'amiable par les donneurs d'ordre, qui souhaitent absolument éviter toute difficulté, donc qui vont verser quelque chose dans ce cadre-là. Mais on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment des grosses, notamment des majors, qui aujourd'hui sont en train de s'intéresser au sujet pour essayer de contester de la bonne validité de l'attribution du marché, puisqu'il n'y a pas respect réel de ce qui est inscrit dans le marché dans le cadre de la réalisation de l'activité. Merci. Dernière question. Oui, bonjour Claire Châtaignier, puis des sources dans le 33. Vous parliez de nouveau, on est chez nos amis bordelais. Ouais, exactement. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de structures qui déclinaient déjà cette modalité de fonctionnement, de réinterroger l'éligibilité des candidats d'un marché à l'autre, au-delà de ce degré de flexibilité de 3 mois. Moi, ma question, c'est s'il y a déjà des structures de l'insertion, quelle qu'elle soit, qui déclinent ça au national, est-ce qu'on a des retours d'expérience à ce sujet-là? Est-ce qu'il y aura un FAQ édité des questionnements parfois un peu épineux, très certainement, qu'elles ont pu avoir de la part des attributaires ou des prestataires de mise à disposition pour expliquer cette réinterrogation systématique dorénavant de l'éligibilité, parce que j'entends qu'il va falloir faire un peu de pédagogie active, etc., quid de la conduite du changement, etc. Mais sur le papier, c'est simple, mais en fait, quand on est dans le concret au quotidien, devoir expliquer à une entreprise que, oui, on rendait éligible quelqu'un, mais qu'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas, je pense que ça risque d'être un peu épineux. Donc, est-ce que vous allez constituer, ou est-ce que ça existe peut-être déjà, un FAQ auquel on pourrait se référer pour envisager avoir des réponses adaptées et un peu plus réfléchies avec du recul, parce que j'ai peur que ce soit un peu la levée de bouclier, quoi. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors là-dessus, sur le territoire sur lequel ça a été mis en place, ça semble-t-il été moins problématique que qu'on le pensait, puisque pour le coup, ça a été déployé, et étonné qu'on est dans la stricte application du marché public, ça semble se passer plutôt dans de bonnes conditions. Et puis ça a été sur des territoires sur lesquels potentiellement ils avaient en face d'eux, parce qu'on va quand même se dire les choses assez clairement. Aujourd'hui, ce sujet-là, il est principalement épineux avec les entreprises du BTP, qui historiquement sont ceux qui sont le plus présents sur le sujet, encore fortement présents sur le sujet
achat responsable sur un certain nombre de territoires, même si je rappelle qu'en 2024, pour la première fois, on est pratiquement à égalité entre marché de services et marché BTP, et que le nombre de régions sur lesquelles les marchés de services ont dépassé, et les territoires sur lesquels les marchés de services ont dépassé, voire largement dépassé les marchés de travaux. J'ai d'ailleurs sorti hier une statistique nationale au niveau des marchés lancés par les communes, à ma grande surprise. France entière, sur l'ensemble des marchés lancés par les communes, la part de marché de services est plus importante que la part de marché de travaux, et de manière relativement substantielle. Donc ça veut quand même dire que la part de ces entreprises du BTP est quand même en baisse relativement substantielle. Je pense que par rapport à ça, effectivement, il va s'agir de prendre un temps pour expliquer au moment du lancement du marché, voire en réunion de chantier, pour bien passer l'explication de comment ça va être compté, comment ça va être réalisé, et que les entreprises puissent entendre qu'on est dans le strict respect du marché public, en tout cas la façon dont c'est écrit, et dans la façon dont c'est réalisé, et que petit à petit, mais aussi en les accompagnant, en faisant attention que quelqu'un qu'on a, ou une entreprise qu'on a accompagnée dernièrement, puisse entendre que c'est une modification qu'on accompagne. Peut-être qu'une entreprise sur laquelle vous avez vendu préalablement une modalité, ben, vous la laissez terminer le parcours avec la personne avant de lui expliquer la nouvelle modalité qui se met en place, et donc que ça puisse être accompagné sur le territoire en termes de fonctionnement. On a pu, nous aussi, être amenés avec ma collègue Linda à rencontrer, par exemple, les représentants du bâtiment et des travaux publics d'une région, pour leur expliquer sur le sujet la modalité qu'il pouvait y avoir dans ce cadre-là, et le fait qu'on est bien en application stricte de la loi et des marchés publics. C'est plus facile d'expliquer quelque chose quand on est dans une application légale et dans un retour sur le sujet, que si on était dans une modification d'une dérogation qui n'était pas claire par rapport à l'écriture juridique, puisque pour le coup, nos partenaires en face se rendent bien compte, après vérification avec leur service juridique, que ce qu'on est en train de poser comme position est bien ce qui est écrit en français dans le texte des marchés publics. Et la foire aux questions, non, on n'en avait pas jusqu'à présent. Par contre, c'est bien ce qu'on est en train de proposer, c'est-à-dire que quand on va recevoir vos questions, on va essayer petit à petit de se constituer au fur et à mesure une visibilité pour tous. Voilà. Eh bien, écoutez, il va nous rester, puisqu'on a largement dépassé, je crois, le temps qu'on avait inscrit pour l'organisation de ce webinaire, à vous remercier tous pour cette participation. Vous avez été au pic le plus complet, je crois, plus de 180 à être présents. Vous êtes encore 164. Alors, excusez-moi, il reste 2 mains levées. Esther Ferrier et Elodie Rumeau. On prend vos 2 dernières questions et on clôture ce webinaire. Oui, bonjour Esther Ferrier. Rapidement, oui, j'avais besoin d'un éclairage sur le sujet des groupements d'employeurs du BTP. Je ne sais pas si la question vous avait déjà été posée précédemment. Comment les considérez-vous? Parce qu'en fait, concrètement, ils réalisent des missions de mise à disposition, tout comme les entreprises temporaires d'insertion, enfin de travail, pas d'insertion, des entreprises intérim, donc les ETT. Je vais y arriver. Alors, si on est sur un GEC, la question dans le CCAG, elle est Non. écrite. Les GEC, la question, elle ne se pose pas. Quand on est sur un GE, groupement d'employeurs, vous avez parfaitement résumé la situation. Ils sont comme une entreprise de travail temporaire sur la mise à disposition. Donc, on vérifie de l'éligibilité du public au moment où il arrive sur un marché dans le cadre de sa mise à disposition. Et dans les mêmes conditions, un groupement d'employeurs, voilà, c'est à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est la même chose. C'est une dérogation de la mise à disposition qui peut exister. Donc pas de raison de leur appliquer une modalité différente. D'accord, merci. Je vous en prie. Madame Rumeau. Oui, bonjour, merci. Donc de nouveau depuis Bordeaux pour le petit grave. J'avais une question par rapport au CCAP, aux pièces marchées. C'est vrai que normalement, on est censé être en appui
appui pour rédiger les pièces marché, mais ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours sollicité par les donneurs d'ordre. Est-ce que si, par exemple, les critères d'éligibilité ne sont pas les bons, enfin, ne sont pas en adéquation avec ceux qui sont référencés dans le guide des aspects sociaux ou dans les CCAG, est-ce que ça peut poser problème là, donc dans cette nouvelle configuration? Alors, Est-ce que du coup, ouais. que ce soit avant ou après, je Ouais. rappelle que la liste de vérification de l'éligibilité est celle qui est inscrite dans le marché. Donc, dans le marché sur lequel vous avez une activité, un suivi à réaliser. Donc, normalement, c'est bien pour ça qu'on pousse les facilitateurs à récupérer. Alors, quand on dit les pièces marché, c'est au moins la partie qui est liée à la clause sociale ou les articles sur la partie insertion pour bien vérifier que votre donneur d'ordre, au moment où il a lancé son marché, la liste des publics éligibles qu'il a écrite à ce moment-là est celle qui fait foi dans le marché. Que ce soit la liste prévue nationalement dans l'écriture CCAG ou que ce soit une liste autre ou complémentaire dans ce cadre-là. Je vais prendre un exemple sur le sujet qu'un certain nombre d'entre vous ont eu à traiter. Par exemple, dans le cadre des JO, les JO avaient validé dans la liste des publics éligibles que les contrats d'apprentissage valaient éligibilité, enfin les personnes qui étaient en contrat d'apprentissage étaient de facto éligibles sans vérifier le statut administratif. C'était bien une dérogation au CCAG qui existait dans ce cadre-là. Elle a bien dû être appliquée sur tous les territoires puisque c'était inscrit dans tous les marchés des Jeux olympiques. Depuis, elle n'a pas été reprise, et heureusement, sur d'autres écritures, puisqu'on défend le fait que l'éligibilité est liée à la personne et pas au contrat. Mais sauf que, de facto, pendant un certain temps, et spécifiquement sur les marchés JO, étant donné qu'il y avait une écriture particulière, il fallait l'appliquer à partir du moment où on était en suivi de ce type de marché. Oui, ok. Merci. Je vous en prie. Donc là, nous avons fini la fin de toutes les mains levées. Je vois que les participants sont aussi en train de se réduire petit à petit. Il va nous rester à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation, de bonnes activités sur vos territoires. Merci à tous pour être venus y participer et à très bientôt pour vous rencontrer sur vos territoires. Merci Merci. Jérôme. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, Au revoir. merci. Bonne journée à tout le monde. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir, merci.